C'est le bruit qui m'a d'abord paralysé. Ce n'était pas une déchirure. C'était un craquement lourd et écœurant. Ma mère, Evelyne, se tenait au-dessus de l'îlot central sur mesure en quartzite de ma cuisine, tenant une lourde paire de ciseaux à volaille en acier au carbone. Entre les lames se trouvait mon passeport français, ou du moins ce qui fut mon passeport. Elle ne l'a pas simplement coupé en deux. Elle l'a méticuleusement et délibérément massacré, sectionnant la puce RFID, tranchant la page des données biométriques et réduisant les pages de visa filigranées en bandes irrégulières et méconnaissables. Tu ne vas nulle part, Victoire. Elle a ri. Ce n'était pas un rire maniaque. C'était pire. C'était le petit rire doux, soulagé et condescendant d'un parent qui croit sincèrement venir de sauver son enfant stupide de la pire erreur de sa vie. Elle a ouvert ses doigts manucurés, arborant le bracelet Rivière orné d'un diamant de 5 carats que je lui avais offert pour ses 50 ans, et a laissé les morceaux déchiquetés de ma pièce d'identité officielle volter jusqu'au parquet ciré. L'embarquement de mon vol pour Zurich, en Suisse, était prévu au terminal 2 de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dans exactement 3h20. Au cours des 7 dernières années, ma vie avait été un marathon exténuant, privé de sommeil. J'avais transformé une architecture de cybersécurité propriétaire, développée sur un ordinateur portable dans un studio, en une entreprise de logiciels B2B actuellement valorisée à plus de 46 millions d'euros. Mais ce succès immense s'accompagnait d'une taxe invisible et étouffante, ma famille. Mes parents, Evelyne et Antoine, ne considéraient pas mon entreprise comme ma réussite. Ils la voyaient comme leur trésorerie personnelle et inépuisable. Ils vivaient dans une vaste demeure bourgeoise de 550 mètres carrés à Saint-Non-la-Bretèche que mon entreprise louait pour eux. Ils conduisaient des SUV de luxe importés, enregistrés dans ma flotte commerciale. Leur mutuelle santé haut de gamme sans franchise, leurs cotisations au country club, leurs dîners étoilés au guide Michelin. Chaque centime était financé par des frais de conseil administratif légalement rattachés à ma SAS française principale. Ils adoraient ma réussite. Ils s'en vantaient lors des dîners mondains. Mais ce qu'ils aimaient par-dessus tout, c'était l'emprise qu'ils avaient sur moi. Ils aimaient savoir que, parce que je gérais toutes les finances pour assurer leur confort, ils tenaient en fin de compte les rênes psychologiques. Jusqu'à hier. Hier matin, un syndicat bancaire suisse avait officiellement approuvé l'acquisition totale de mon entreprise. Le rachat était faramineux. Une sortie en liquidité de 41 millions d'euros rompant totalement mes liens avec la start-up. Mais les acquisitions d'entreprises européennes, surtout celles impliquant des technologies de cybersécurité propriétaires, sont d'une rigidité implacable en matière de loi sur la fraude internationale. Le contrat comportait une clause de séquestre absolue et non négociable. Les fonds ne seraient débloqués qu'à la condition de ma signature manuscrite originale, validée par un haut magistrat au sein de leur siège à Zurich, au plus tard lundi matin à 8h. Si je n'étais pas assise dans ce fauteuil en cuir quand l'horloge sonnerait 8h, la fenêtre d'exclusivité volerait en éclats, le séquestre serait dissous, et le conseil d'administration suisse se tournerait légalement vers l'acquisition de mon principal concurrent. Si je signais ce papier, ma SAS française serait formellement liquidée. Les cartes de la société seraient désactivées. Les contrats de location de la flotte automobile prendraient fin. Ma nouvelle fortune serait verrouillée dans un trust de détention européen fortifié et impénétrable, régi par les lois suisses sur la confidentialité, totalement hors de portée de mes parents. Ils l'avaient découvert. Je ne sais toujours pas si mon père a soudoyé l'un de mes comptables juniors ou s'il a simplement fouillé dans les documents imprimés de mon bureau à domicile lors de leur visite surprise ce week-end. Mais il savait que l'argent était sur le point de quitter le pays et il savait qu'il ne pourrait pas le suivre. Ils ont donc décidé de m'amputer physiquement de ma capacité à voyager. Mon père, Antoine, était adossé à la lourde porte d'entrée en acajou de mon Penthouse, barricadant efficacement la seule issue. Il tenait un verre en cristal rempli de mon scotch Macallan à 735 €, l'air beaucoup trop calme pour un homme qui venait d'orchestrer un délit pénal grave. Tu aurais dû en parler au conseil de famille, Victoire, a dit mon père, la voix dégoulinante de ce ton grave et autoritaire de salle de conseil qu'il utilisait pour me rabaisser. Tu sais bien que tu n'es pas équipé pour négocier avec des syndicats européens. Ce sont des requins. Ils allaient te dépouiller et te laisser avec des obligations fiscales désastreuses. Je fixais les lambeaux de papier bordeaux sur le sol. Je sentais l'adrénaline commencer à monter dans mon sang, une vague glaciale d'incrédulité pure. La préfecture est fermée, ma chérie, a ajouté ma mère en contournant l'îlot central, ses talons claquant en rythme sur le parquet. Elle s'est versé un verre de sang Pellegrino.
Même si tu appelles le numéro d'urgence, un passeport de remplacement prioritaire prend au moins 72 heures. L'accord suisse est mort. Elle a pris une lente gorgée victorieuse de son eau. L'arrogance absolue dans ses yeux était étouffante. Il pensait que j'étais un animal pris au piège. Alors, voici ce qui va se passer, a dicté mon père en faisant un pas loin de la porte et en pointant un doigt vers moi. Tu vas défaire ta valise. Tu vas appeler ton équipe juridique et leur dire que tu te retires de l'accord de Zurich en raison de conditions irréconciliables. Et lundi matin, nous allons restructurer ta SAS française. Je prendrai le poste de directeur financier par intérim avec 51% des droits de vote, juste pour m'assurer que tu sois protégé de ces impulsions imprudentes à l'avenir. C'était une masterclass en guerre psychologique. C'était l'ultime jeu de pouvoir, celui auquel on ne peut échapper. On ne peut pas embarquer sur un vol international sans passeport. On ne peut pas passer les contrôles de sécurité. On ne peut pas traverser les frontières. Sans ce petit livret Bordeaux, ma sortie à 41 millions d'euros était physiquement tout à fait impossible. Il se tenait là, dans mon salon, observant mon visage, attendant l'effondrement inévitable. Ils attendaient les larmes. Ils attendaient que je tombe à genoux, que je panique, que j'appelle frénétiquement mes avocats pour les supplier de trouver une solution, ou que je capitule enfin et accepte leur restructuration parasitaire. C'est alors que j'ai baissé les yeux vers le passeport français mutilé sur le sol, et un silence profond et terrifiant a envahi mon esprit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas jeté sur mon téléphone. J'ai simplement souri, je leur ai tourné le dos à tous les deux et j'ai marché lentement vers mon sac de voyage en cuir posé sur le canapé en velours. Parce que mes parents avaient passé 30 ans à contrôler le moindre aspect financier et émotionnel de ma vie. Mais ils avaient été bien trop narcissiques pour prêter attention aux détails bureaucratiques fastidieux de l'histoire migratoire de ma famille. Ma grand-mère maternelle avait émigré de Palerme pour s'installer en France en 1962. Pour ma mère, Evelyne, cette femme n'était rien de plus qu'un vestige embarrassant d'un passé ouvrier, quelqu'un dont l'accent prononcé et les mains calleuses ne correspondaient pas à l'esthétique de country club que mes parents avaient passé leur vie d'adulte à essayer de projeter. Quand ma grand-mère est décédée, Evelyne ne s'est souciée que de liquider ses bijoux anciens, mais moi, je m'étais soucié de la paperasse. La fermeture éclair en laiton de mon sac de voyage en cuir Tom Ford a résonné d'une force incroyable dans le silence de mort du salon de Montpentouse. Evelyne m'observait depuis l'autre côté de l'îlot en quartzite. Son sourire condescendant a vacillé d'une fraction de millimètre. La certitude absolue de sa posture a commencé à se fissurer lorsqu'elle a réalisé que je ne cherchais pas un mouchoir pour pleurer. Je ne cherchais pas non plus mon téléphone pour appeler mes avocats en panique. « Que fais-tu, Victoire » a demandé Evelyne. Sa voix était plus tendue maintenant, la douce supériorité maternelle ayant totalement disparu. « Je t'ai déjà dit que la préfecture était fermée. Il n'y a pas de procédure d'urgence pour un passeport détruit. Tu es cloué au sol. C'est fini. Je sais que la préfecture est fermée, maman, ai-je dit calmement, le dos toujours tourné. Et je sais qu'un remplacement prend 72 heures. J'ai écrit les algorithmes d'évaluation des risques qui signalent les retards de voyage international pour le logiciel de logistique de mon entreprise. Tu penses vraiment que je ne ferai pas un test de vulnérabilité sur mon propre itinéraire ? Je glissai ma main dans la poche intérieure secrète anti-RFID du sac en cuir. De quoi parle-t-elle, Antoine, a lâché Evelyne en regardant mon père. Maintenant, la panique perçait enfin dans le ton de sa voix. Antoine s'est détaché de l'encadrement en acajou de la porte. Il a posé son verre en cristal rempli de scotch sur la console dans un tintement sec et lourd. Les glaçons ont cliqueté. Le personnage suffisant de cadre dirigeant s'évaporait, remplacé par l'agressivité instinctive d'un homme qui réalise soudainement que les règles du jeu ont été renversées. « Victoire, arrête de jouer et regarde-moi » a ordonné Antoine, sa voix tombant dans un aboiement dur et autoritaire. « Je prends le poste de directeur financier par intérim de ta SAS lundi. Ce n'est pas une négociation. Tu ne quittes pas cet appartement. » Je me suis retourné lentement. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement levé la main droite. Entre mon index et mon majeur se trouvait un livret Bordeaux impeccable. Et la lumière du matin filtrant à travers les baies vitrées accrochait la dorure estampée sur la couverture texturée. Elle illuminait les armoiries complexes de l'Union européenne et, juste en dessous, la typographie grasse et indéniable, Repubblica Italiana. Evelyne a cessé de respirer. Sa main,
posé sur l'îlot de la cuisine, a commencé à trembler visiblement. Les yeux d'Antoine se sont figés sur le livret Bordeaux, ses pupilles se dilatant sous l'effet d'un choc pur et absolu. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé Antoine en faisant un demi-pas en avant. « C'est un faux ? Parce que si tu essaies de traverser une frontière internationale avec un faux document, Victoire, tu seras arrêté par la police aux frontières. Tu iras directement en prison. L'accord suisse sera mort de toute façon. » Je l'ai regardé avec un niveau de détachement froid et clinique que je réservais habituellement aux offres publiques d'achat hostiles. « Ce n'est pas un faux, papa, ai-je dit, ma voix résonnant contrôlée au plafond. C'est un passeport biométrique mondialement reconnu, délivré directement par le ministère italien des Affaires étrangères. Il m'a fallu 3 ans à naviguer dans la bureaucratie étrangère, à traduire des actes de naissance et à passer discrètement des entretiens consulaires au titre du jure sanguinis, le droit du sang. Il s'avère que grand-mère m'a laissé bien plus que ces bijoux que vous avez mis au mont-de-piété pour payer vos abonnements de golf. » Le silence dans la pièce était absolu. C'était le son d'un mode de vie parasitaire à plusieurs millions d'euros en train de s'effondrer violemment. Ils avaient misé tout leur avenir financier, leur voiture de luxe, leur vaste domaine et leur contrôle absolu sur ma vie sur un seul acte de vandalisme désespéré. Mais on ne peut pas piéger quelqu'un quand on ne sait même pas quelle frontière il a le droit légal de traverser. « Pourquoi ?» a murmuré Evelyne, la voix creuse, les yeux rivés sur les armoiries italiennes. « Pourquoi ferais-tu cela sans nous le dire ? » Parce que la législation fiscale internationale pour l'acquisition d'une entreprise technologique favorise lourdement les doubles nationaux, ai-je expliqué, livrant les faits procéduraux comme un médecin légiste lisant un rapport d'autopsie. Le syndicat suisse exigeait une entité spécifique dans l'UE pour le trust de détention afin de contourner une énorme taxe sur les plus-values. Obtenir cette deuxième nationalité européenne a accéléré la conformité. Ce n'était pas un secret destiné à te blesser. Maman. C'était une stratégie d'entreprise à 41 millions d'euros que tu étais tout simplement trop ignorante pour comprendre. J'ai déboutonné mon blazer sur mesure, j'ai glissé le passeport Bordeaux dans ma poche intérieure et j'ai ramassé mon sac de voyage par ses poignets en cuir. La dynamique de pouvoir dans la pièce n'a pas simplement basculé. Elle s'est brisée en 1000 morceaux irréparables. J'ai marché vers la porte d'entrée. Antoine s'est rapidement replacé devant le cadre en acajou, élargissant sa posture, barricadant physiquement la sortie. Son visage a pris une teinte pourpre, sombre et dangereuse. La réalisation que cet accord à 41 millions d'euros était activement en train de lui échapper l'a poussé à la limite absolue de la raison. « Tu ne pars pas » a grondé Antoine, la poitrine haletante, les mains serrées en poing. « Je suis ton père. Je t'ai construite. Je t'ai soutenue. Tu vas t'asseoir, et nous allons régler ça. » Il a tendu le bras, sa main épaisse s'enroulant violemment autour de la lanière en cuir de mon sac, essayant de me l'arracher des mains. Ce fut son ultime et fatale erreur. Je n'ai pas tiré sur le sac. Je l'ai laissé tomber par terre. Je me suis avancé directement dans son espace personnel, je l'ai regardé dans les yeux, et je n'ai plus vu un parent. J'ai vu un passif hostile. Laisse-moi t'expliquer exactement ce qui va se passer dans les 60 prochaines secondes, Antoine, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure chirurgical, terrifiant de calme. Si tu ne t'écartes pas de mon chemin, je vais appuyer sur le raccourci SOS de ma montre connectée. Le commissariat est à 3 rues d'ici. Ils arriveront en moins de 4 minutes. La mâchoire d'Antoine s'est crispée, mais il n'a pas bougé. Tu n'oserais pas faire arrêter ton propre père. Je n'aurais pas à le faire, ai-je répondu, le regardant fixement comme s'il était transparent. L'État s'en chargera, car lorsqu'ils entreront dans ce pantouse, je pointerai du doigt le document officiel déchiqueté sur le sol de ma cuisine. Détruire un passeport français est une violation de l'article 322-1 du Code pénal. C'est passible de plusieurs années de prison ferme. J'ai regardé le sang quitter entièrement son visage. L'arrogance de salle de conseil a été instantanément remplacée par la terreur froide et paralysante de la réalité juridique. Et pendant qu'ils vous menotteront, toi et maman, pour destruction de biens appartenant à l'État, ai-je continué, d'un ton totalement impitoyable. J'informerai les agents que tu as physiquement barricadé ma sortie. C'est de la séquestration et une entrave à la liberté de mouvement. Tu ne restructureras pas mon entreprise lundi, papa. Tu seras assis dans une cellule de garde à vue. Suppliant un avocat commis d'office de négocier ta remise en liberté. Les mains d'Antoine ont relâché lentement, machinalement, la lanière de mon sac.
Il a regardé Evelyne, cherchant une stratégie, un mensonge ou une faille manipulatrice pour reprendre le dessus. Mais Evelyne fixait simplement d'un œil vide les confettis Bordeaux sur le sol, réalisant que son chef-d'œuvre de sabotage venait de signer leur arrêt de mort. Antoine s'est écarté. Il a plaqué son dos contre le mur, vaincu, entièrement dépouillé de son pouvoir. Je n'ai pas fui l'appartement en courant. J'ai ramassé mon sac, j'ai ouvert la lourde porte en acajou et je suis sorti dans le couloir, les laissant plantés là, dans les ruines absolues de leur propre arrogance. Parce que j'avais un vol international à prendre et un ensemble très spécifique de cordons ombilicaux financiers à couper. La transition entre l'atmosphère étouffante et hostile de Montpentouse et l'écosystème stérile et hyper efficace de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a été comme sortir d'un bâtiment en flammes pour entrer dans une salle blanche. Et je n'ai pas regardé en arrière lorsque ma voiture de fonction noire s'est insérée sur l'autoroute A1. Mon téléphone, posé sur le siège en cuir à côté de moi, restait sombre et silencieux. Antoine et Evelyne n'appelaient pas. Ils étaient probablement encore debout dans ma cuisine, à fixer les restes mutilés de mon passeport français, essayant désespérément de calculer comment une campagne de 30 ans de domination psychologique s'était effondrée en moins de 60 secondes. Le Terminal 2 était une symphonie d'indifférence procédurale, et j'en avais désespérément besoin. J'ai contourné les fils de sécurité standards et je me suis dirigé directement vers le comptoir international prioritaire. L'agente d'Air France derrière le comptoir ne se souciait pas du terrorisme émotionnel qui se déroulait dans mon appartement. Elle ne se souciait pas des menaces en l'air d'Antoine ni de l'ego brisé d'Evelyne. Elle ne se souciait que de la logistique. J'ai fait glisser le passeport Bordeaux de la Repubblica Italiana sur le comptoir en marbre poli. L'agente l'a ouvert, a glissé la page des données biométriques dans le lecteur optique et a attendu que la machine BIPE. Le voyant vert s'est allumé. Le système a enregistré une citoyenne de l'Union européenne pleinement autorisée et mondialement reconnue. Elle a imprimé ma carte d'embarquement, me l'a rendue avec un signe de tête poli, et 20 minutes plus tard, j'étais assise dans l'isolement calme du salon de première classe, regardant un avion être préparé sur le tarmac. Quelques heures plus tard, l'air vif et tranchant de Zurich a frappé mes poumons. Il n'y avait aucun décalage horaire. L'adrénaline et une clarté absolue avaient entièrement stérilisé mon épuisement. À 7h45, heure locale, je traversais l'imposant hall géométrique en verre et en acier du siège du syndicat bancaire suisse sur la Paradeplatz. La salle du conseil était une forteresse de compétences. C'était une immense salle insonorisée surplombant le lac de Zurich, dominée par une table en chêne polie de 6 mètres de long. M'y attendaient 6 cadres et 3 hauts magistrats, tous vêtus de costumes sur mesure immaculés, opérant avec l'efficacité froide et sans friction qui faisait la renommée du secteur financier suisse. Il n'y avait pas d'effusions émotionnelles ici, pas de manipulation psychologique, juste des mathématiques, le droit des contrats et le transfert d'une richesse générationnelle. Henrik, l'associé principal et magistrat en chef de l'acquisition, s'est levé et m'a fait signe de prendre le fauteuil en cuir en face de lui. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Il a fait glisser un imposant porte-document en cuir lourd sur la table. « Bonjour, mademoiselle Dubois », a dit Henrik, d'une voix grave et posée qui forçait le respect absolu. Exactement le genre de respect que mon père avait toujours feint, mais n'avait jamais réellement mérité. Le transfert de capital de 41 millions d'euros est actuellement conservé dans un compte séquestre irrévocable. Dans l'attente de votre signature manuscrite et de ma légalisation biométrique. L'acquisition est finalisée. Votre SAS national sera formellement absorbé et les fonds seront instantanément transférés dans votre trust de détention privée et crypté, régi entièrement par la juridiction suisse. Il a dévissé le capuchon d'un lourd stylo plume Mant Blank et l'a posé méticuleusement sur le document. « Avez-vous de derniers amendements » a demandé Henrik. J'ai baissé les yeux sur le contrat. L'encre sur cette page représentait 6 années de vacances ratées, 2 semaines de travail de 80 heures, de migraines dues au stress et du poids constant et étouffant du financement du luxe parasitaire de mes parents. Aucun, ai-je dit doucement. J'ai pris le stylo. La plume a gratté doucement contre l'épais papier filigrané. J'ai signé de mon nom complet, exécutant ainsi la sortie d'entreprise la plus lucrative et la plus blindée de l'histoire de mon secteur. Henrik a apposé son sceau de magistrat, a refermé le porte-document avec un bruit sourd et satisfaisant, et a tapé une commande sur une tablette sécurisée. Un écran numérique géant sur le mur du fond s'est rafraîchi. Une barre de chargement cryptographique verte a rempli l'écran, suivie d'une série de numéros de routage à 9 chiffres et enfin d'un reçu de confirmation. Le virement était passé.
Les 41 millions d'euros étaient liquides, offshore et protégés à jamais des tribunaux français, des litiges civils et, surtout, de mes parents. Je n'ai pas fait la fête avec les dirigeants. J'ai décliné leur offre de petit déjeuner au champagne. J'ai simplement serré la main d'Henrik, je suis sorti de cette forteresse et j'ai pris une voiture privée directement pour ma suite à l'hôtel bord au lac. J'ai verrouillé la lourde porte en chêne derrière moi, j'ai jeté mon manteau sur le fauteuil en velours et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le bureau en acajou. Il était temps d'exécuter la procédure dont je rêvais depuis une demi-décennie. Mes parents avaient sans doute passé les dernières heures à se convaincre que mon départ était un coup de bluff. Dans leurs esprits profondément narcissiques, ils croyaient probablement que j'étais allé pleurer dans un hôtel parisien et que, d'ici lundi matin, je retournerais aux Pentouzes, vaincu, prêt à céder les parts majoritaires de mon entreprise à mon père. J'ai ouvert le portail crypté de la banque de mon entreprise. Lorsque j'ai contourné le grand livre principal et cliqué directement sur le sous-répertoire intitulé « Compte des utilisateurs autorisés », l'interface s'est chargée, affichant les 3 cartes de crédit professionnel Platinum actives, liées à ma ligne de crédit commercial principale. Carte 1, Evelyne Dubois. Solde du cycle de facturation en cours, 13 000 €, dépensés pour la plupart dans des spas de luxe, chez des dermatologues esthétiques et dans des boutiques haut de gamme. Carte 2, Antoine Dubois. Solde du cycle de facturation en cours, 20 600 €. Frais d'adhésion au Country Club, cigares importés et un tailleur sur mesure à Paris. Carte 3, Gestion de la maison Dubois. Solde du cycle de facturation en cours, 8 100 €. Je n'ai pas abaissé leur plafond de dépenses. Je n'ai pas bloqué temporairement les comptes pour leur donner une leçon ou les forcer à s'excuser. Je n'étais pas intéressé par l'idée d'éduquer mes parents. J'étais intéressé par l'amputation. J'ai coché la case d'autorisation globale, sélectionnant les 3 comptes. J'ai déplacé mon curseur vers le bouton administratif rouge dans le coin supérieur droit. J'ai cliqué sur « Révoquer l'accès et résilier les lignes de crédit ». Une invite d'authentification à 2 facteurs est apparue, m'avertissant que cette action était définitive et qu'elle rejetterait instantanément toute autorisation en attente ou future. J'ai tapé le code à 6 chiffres de mon application d'authentification et j'ai appuyé sur « Confirmer ». L'écran a clignoté en vert. Compte résilié. Carte désactivée. Le cordon ombilical numérique était définitivement sectionné. Ensuite, j'ai ouvert le portail de la mutuelle santé pour cadre de mon entreprise. Pendant 4 ans, j'avais payé les primes mensuelles exorbitantes de 2 750 € pour une assurance santé Platinum haut de gamme qui couvrait le médecin privé de luxe d'Antoine et les retraites de bien-être exclusives d'Evelyne. Je suis allé dans l'onglet des ayants droit et bénéficiaires, j'ai sélectionné leurs 2 noms et j'ai lancé une résiliation immédiate de la couverture en cours de mois. Le système a traité la demande instantanément, générant un certificat numérique de résiliation. Je me suis adossé au fauteuil moelleux de l'hôtel, écoutant le tic-tac discret de l'horloge ancienne sur le mur. Je venais de démanteler l'intégralité de leur identité socio-économique en 4 clics de souris. C'est alors que mon téléphone portable s'est mis à vibrer violemment sur le bureau. Ce n'était pas un appel téléphonique. C'était une notification de l'application bancaire de l'entreprise. C'était une alerte à la fraude automatisée en temps réel concernant une tentative de transaction à Versailles. Parce que mes parents étaient actuellement attablés dans un restaurant étoilé au guide Michelin, essayant de payer un déjeuner dominical de célébration, totalement ignorant que le sol de leur univers financier venait de se dérober sous leurs pieds. La notification qui brillait sur mon iPhone n'était pas qu'un simple reçu numérique. C'était l'autopsie parfaitement exécutée du statut social de mes parents. Transaction refusée. 775 € à l'auberge de la Reine. Code motif 04. Compte clos. Carte confisquée. Ils étaient allés dans le restaurant français le plus exclusif et le plus prétentieux des Yvelines pour célébrer leur prétendue victoire. Ils étaient assis à une table nappée de blanc, buvant du champagne millésimé, entièrement convaincus d'avoir saboté avec succès ma sortie à 41 millions €. 2 minutes plus tard, l'écran a changé. La notification a disparu, remplacée par un appel entrant. L'identifiant de l'appelant a clignoté, Evelyne, portable. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé sonner. Puis, je me suis dirigé vers la machine Nespresso sur le bar en marbre, j'ai sélectionné une capsule corsée et j'ai écouté le bourdonnement frénétique et rythmique de l'appareil contre le bureau en acajou. Je voulais que le poids psychologique du silence l'écrase.
Je voulais que le maître d'hôtel fasse un pas de plus vers leur table avant de finalement prendre le téléphone et de glisser l'icône verte. Victoire, a sifflé Evelyne à travers le haut-parleur. Elle chuchotait, désespérément, comprimant ses cordes vocales pour empêcher les riches clients des tables voisines d'entendre la panique dans sa voix. À l'autre bout de la ligne, je pouvais entendre le léger et élégant tintement des verres en cristal et le doux murmure d'un pianiste de jazz jouant en fond sonore. Appelle immédiatement ton conseiller en gestion de patrimoine, a ordonné Evelyne, d'un ton qui était un fragile mélange d'autorité maternelle et de terreur rampante. Nous venons d'essayer de payer l'addition et le serveur m'a rendu la carte Platinum devant toute la salle. Il a dit que le terminal de paiement l'avait signalé et a physiquement confisqué la carte. Appelle la banque et annule l'alerte à la fraude. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon expresso, regardant par la baie vitrée les sommets enneigés des Alpes suisses. Elle n'a pas été signalée pour fraude, maman, ai-je dit, ma voix sur un ton clinique, absolument plat. Elle a été résiliée. Evelyne a poussé un soupir impatient et condescendant, refusant complètement d'assimiler la réalité des faits. Arrête de faire un caprice parce que tu as raté ton vol, a-t-elle lâché, son murmure devenant plus sec, venimeux. Tu nous mets dans l'embarras. Le sommelier dévisage ton père. Nous n'avons pas d'autre moyen de payer une note de 775 €. Réactive la carte. Laisse-nous payer et nous discuterons de la restructuration du conseil de ta SAS quand nous rentrerons à la maison. Elle pensait toujours qu'elle tenait la laisse. Elle m'imaginait encore assise sur le canapé en velours de mon Penthouse, vaincue, fixant les bandes mutilées de mon passeport Bordeaux sur le sol. Je n'ai pas raté mon vol, ai-je répondu calmement. La ligne est devenue d'un silence de mort. Le bruit ambiant du restaurant de Versailles a semblé s'amplifier dans le silence. Le cliquetis d'un plateau en argent, un rire lointain. « De quoi parles-tu » a demandé Evelyne. L'arrogance a disparu instantanément, remplacée par une angoisse sourde, a coupé le souffle. Ton père t'a vu. Le passeport est sur le sol. Tu es dans l'appartement. Tu as détruit mon passeport français, les jeux corrigés, livrant les faits procéduraux avec une précision chirurgicale. Seulement, tu as oublié que grand-mère Elena était née à Palerme. J'ai la double nationalité et un passeport biométrique italien depuis 3 ans. Je l'ai utilisé pour passer le terminal international prioritaire de Roissy hier matin. J'ai entendu une inspiration brusque et saccadée. C'était le son physique et viscéral d'une femme réalisant que le sol de son univers venait de s'effondrer sous elle. Il y a eu un soudain bruissement de tissu sur le récepteur, un juron étouffé, puis la voix lourde et tonitruante de mon père a pris le contrôle de la ligne. Il lui avait arraché le téléphone des mains, abandonnant toute tentative de préserver sa dignité de country club. « Victoire, où es-tu, bon sang » a exigé Antoine, la voix lourde d'une panique soudaine et violente. « Je suis à Zurich, Antoine » ai-je dit, le dépouillant intentionnellement de son titre paternel. J'étais assise au siège de la Paradeplatz il y a 2 heures. J'ai signé les documents d'acquisition. Henrik a apposé le sceau du magistrat. L'entreprise est vendue. Les actifs sont entièrement liquidés. Les 41 millions reposent actuellement dans un trust de détention suisse crypté auquel vous n'avez aucun accès légal. Physique ou administratif. Je suis totalement émancipé financièrement de vous. Tu ne peux pas faire ça, a presque rugi Antoine, son personnage de cadre dirigeant s'effondrant complètement dans les cris pathétiques et désespérés d'un voleur acculé. Nous sommes tes parents. Nous avons forgé ton image. Tu réactives ces comptes professionnels à la seconde. Ou je jure devant Dieu, Victoire. Ou quoi? Je l'ai coupé. Je n'ai pas crié. J'ai fait baisser ma voix dans un registre de glace pure et absolue qui l'a pétrifié au milieu de sa phrase. Ou quoi? Antoine? Tu vas me priver de sortie? Tu vas m'enfermer dans ma chambre? Tu t'es planté devant ma porte et tu as essayé de me piéger physiquement dans le pays pour organiser une OPA hostile sur le travail de ma vie. Tu as commis un délit pénal grave pour prendre mon entreprise en otage. Tu n'as plus aucun moyen de pression. Tu n'as plus mon argent. Et il y a 20 minutes. Je me suis connecté au portail de l'entreprise et j'ai résilié votre mutuelle santé Platinum. Victoire, je t'en supplie, s'est écriée Evelyne en arrière-plan, pleurant sincèrement maintenant, la réalité de la situation réduisant enfin son ego en poussière. Antoine. Le directeur s'approche avec la sécurité. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous feriez bien d'espérer qu'ils embauchent des plongeurs en cuisine, ai-je dit.
J'ai raccroché. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Je voulais l'enregistrement numérique de leur panique. Je voulais les messages vocaux qu'ils étaient sur le point de laisser, au cas où ils essaieraient plus tard de servir un faux discours de victime à notre famille élargie. J'ai posé le téléphone face contre le bureau en acajou. J'ai pris une grande inspiration, sentant le poids lourd et étouffant des 30 dernières années se détacher enfin de mes épaules. Mais je n'en avais pas terminé avec le ménage, car Antoine et Evelyne n'avaient pas seulement perdu leur carte de crédit Platinum, leurs déjeuners étoilés et leur conciergerie médicale aujourd'hui. Ils étaient sur le point de réaliser quel nom figurait réellement sur le titre de propriété de la vaste demeure de luxe de 550 mètres carrés qu'ils appelaient actuellement leur maison. L'iPhone posé face contre le bureau en acajou du bord au lac n'a pas cessé de vibrer. Il bourdonnait avec le désespoir frénétique et rythmique d'un insecte à l'agonie. Je n'y ai pas répondu. J'ai laissé la batterie se vider pendant que j'ouvrais un nouvel onglet sur mon ordinateur portable crypté, me connectant au portail administratif de ma société de portefeuille immobilière secondaire, Aegis Property Group SCI. Il y a 4 ans, lorsque mon entreprise technologique a atteint sa première grande valorisation, mon père avait exigé une nouvelle maison. Il n'a pas demandé, il a ordonné. Il a trouvé une demeure néoclassique de 550 mètres carrés dans un domaine sécurisé de Saint-Nom-la-Bretèche, avec une cave à vin climatisée et un garage pour 3 voitures. Antoine avait insisté, avec son arrogance habituelle de dirigeant, pour que l'acte de propriété soit mis à son nom, soi-disant pour une optimisation fiscale et pour le prestige au sein de son country club. J'avais hoché la tête, payé les frais de notaire et je lui avais remis les clés, mais je n'avais jamais mis son nom sur l'acte de propriété. J'avais enfoui le titre de propriété au cœur d'Aegis Property Group, une société écran filiale entièrement contrôlée par mon entité corporative principale, et j'avais autorisé Antoine et Evelyne à y vivre avec un bail administratif mensuel à 0 €. En payant les impôts fonciers et les charges de copropriété sur le budget de fonctionnement de mon entreprise. Ils avaient passé 4 ans à organiser de somptueux dîners, se vantant auprès de leurs riches amis de leur perspicacité immobilière, ignorant totalement qu'ils n'étaient légalement rien de plus que des squatteurs glorifiés. Et depuis 8 heures ce matin, Aegis Property Group avait été formellement absorbé par le syndicat bancaire suisse. J'ai ouvert ma boîte mail et rédigé un nouveau message à l'adresse iCloud personnelle d'Antoine. Je n'ai pas écrit un long paragraphe émouvant. Je n'ai pas exigé d'excuses pour le passeport détruit. J'ai simplement joint un seul PDF non expurgé de 60 pages, l'accord de transfert commercial global. J'ai tapé une seule phrase dans l'objet, vérifié l'avenant en pièces jointes, puis consulté les lois françaises sur l'expulsion. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Exactement 3 minutes plus tard, le téléphone de la chambre d'hôtel, la ligne fixe sécurisée de la conciergerie posée sur ma table de chevet, a commencé à sonner. Ils avaient trouvé comment contourner mon téléphone portable. J'ai décroché le lourd combiné, j'ai marché vers la baie vitrée surplombant les eaux scintillantes et immaculées du lac de Zurich, et j'ai répondu. « Victoire, qu'est-ce que c'est que ce document ?» La voix d'Antoine était complètement méconnaissable. Le ton de baryton puissant et autoritaire avait disparu, remplacé par le halètement essoufflé et aigu d'un homme qui suffoquait physiquement sous le poids de sa propre arrogance. Il semblait se tenir sur un parking, le bruit ambiant d'une route très fréquentée s'engouffrant dans le combiné. Tu as transféré la maison à un trust de détention européen. Pourquoi? Je ne l'ai pas transféré, Antoine, ai-je dit, ma voix opérant avec l'efficacité froide et sans friction des magistrats suisses que je venais de rencontrer. Le syndicat acheteur a acquis tous les actifs nationaux rattachés à ma SAS principale. Cela inclut Aegis Property Group. Cela inclut la maison. Mais nous vivons ici, a hurlé Evelyne en arrière-plan. Elle ne pleurait plus. Elle était dans un état de choc hystérique absolu. Tous nos meubles sur mesure sont dans cette maison. Mes vêtements, le bureau d'Antoine. Tu ne peux pas faire ça légalement. Je n'ai rien fait, ai-je répondu proprement, en prenant une lente gorgée de mon expresso. Mais le nouveau conseil d'administration suisse, ce même conseil que vous avez essayé de restructurer de façon hostile ce matin, a officiellement audité le portefeuille immobilier de l'entreprise. Ils ont classé votre résidence comme un passif superflu ne générant aucun revenu. La propriété est programmée pour être liquidée. Elle sera mise sur le marché mercredi. Victoire, je t'en prie, a supplié Antoine, sa voix se brisant dans une plainte creuse et désespérée. L'illusion de son pouvoir était complètement dissipée, ne laissant rien d'autre qu'une coquille parasitaire. Nous sommes ton sang. Nous n'avons aucune épargne liquide.
Tu le sais. Nous avons tout dépensé pour maintenir notre image afin de soutenir ton entreprise. Vous avez dépensé mon argent pour entretenir une image pour vous-même, l'ai-je corrigé. La finalité glaciale et absolue de mon ton tranchant à travers sa manipulation comme un scalpel. Tu as pris une paire de ciseaux pour couper mon passeport afin de me piéger physiquement. Tu as commis un délit pour prendre l'œuvre de ma vie en otage. Et tu n'as pas le droit de jouer à la victime quand l'otage coupe enfin la corde. Victoire, je t'en prie, sanglotait Evelyne. La réalité de perdre son statut au country club, son SUV de luxe et son manoir, tout cela en l'espace d'une heure, brisant enfin son psychisme. Où sommes-nous censés aller? Je ne sais pas, ai-je dit doucement, en regardant les Alpes enneigées. Mais vous n'irez plus nulle part à mes frais, plus jamais. J'ai reposé le combiné sur son socle. Le clic lourd a résonné dans la suite silencieuse de l'hôtel. Le moyen de pression avait disparu. Le piège était brisé. Pour la première fois depuis 30 ans, l'air dans mes poumons me semblait entièrement mien. 6 mois plus tard, la propriété de Saint-Nom-la-Bretèche a été vendue à un promoteur commercial avec une prime énorme, et les fonds liquidés ont été discrètement virés directement sur mon compte crypté offshore. Sans mes cartes de crédit Platinum et mon assurance santé premium pour maintenir leur mode de vie préfabriqué, mes parents ont été contraints de déménager discrètement dans un modeste appartement de 3 pièces, dans un code postal dont ils se moquaient activement lors de leur dîner mondain. Antoine a dû accepter un poste de cadre moyen dans une entreprise de logistique, sous les ordres d'un patron de 20 ans son cadet. Ils ont essayé de servir un récit tragique et monté de toutes pièces à notre famille élargie, affirmant que le stress du rachat de l'entreprise m'avait causé une dépression nerveuse et m'avait poussé à les abandonner. Leur histoire a parfaitement fonctionné, suscitant des vagues de sympathie de la part de mes tantes et oncles, jusqu'à l'après-midi où j'ai envoyé une seule photographie sur le grand groupe de discussion familiale. C'était une photo haute résolution de mon passeport français déchiqueté et mutilé, posé sur le parquet de mon Penthouse, placé juste à côté d'une capture d'écran du reçu refusé de 775 € du restaurant L'Auberge, avec l'horodatage exact de leur déjeuner. Je n'ai ajouté aucun texte au message. J'ai simplement cliqué sur « Envoyer » et j'ai regardé les accusés de lecture s'afficher un par un. Le groupe de discussion familiale est devenu complètement et définitivement mort. Aucun de mes parents n'a parlé à un membre de la famille depuis, trop humiliés par la preuve médico-légale de leur propre extorsion pour oser montrer leur visage à un repas de fête à nouveau. Pendant ce temps, j'ai développé ma nouvelle société de conseil entre Genève et Paris, totalement libérée de mes dettes, avec un tout nouveau passeport biométrique et absolument aucun poids mort pour me retenir. Si vos propres parents commettaient un délit pénal grave pour vous coincer dans le pays et voler votre entreprise de plusieurs millions d'euros, les auriez-vous prévenus de votre plan de secours? Ou les auriez-vous laissés le découvrir à la dure, lorsque leur carte de crédit serait refusée devant un restaurant de luxe bondé, comme je l'ai fait? Dites-moi exactement comment vous auriez géré cette trahison dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de justice froide et chirurgicale, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à la prochaine.